Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Daniel Claire et la Trouve. Nous sommes vendredi 14 août 2026. Bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principaux titres. La communauté Banyamulenge de Minembwe saisit la Cour pénale internationale contre les présidents congolais et burundais. L'Ouganda menace de rapatriement forcé des réfugiés burundais non retournés d'ici janvier 2027. Et enfin, nous allons vous faire entendre dans ce journal le pourquoi les jeunes burundais sont appelés à ne pas être impliqués dans des conflits armés à l'étranger. C'est tout pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Ouvrons ce journal par la page réfugiés où le ministre ougandais en charge des réfugiés, Samuel Angola, a déclaré ce mercredi 12 août que les réfugiés burundais vivant en Ouganda qui n'auront pas été rapatriés d'ici janvier 2027 feraient l'objet d'un rapatriement forcé. Cette décision a été annoncée lors d'une réunion. Elle suscite une vive inquiétude chez les ressortissants burundais établis en Ouganda qui craignent désormais pour leur sécurité. Plus de détails avec Emmanuel Ndaishimiye. L'Ouganda héberge actuellement plus de 40 000 réfugiés burundais dont une grande partie a déjà été privée d'aide humanitaire. Alors que des campagnes de sensibilisation au retour volontaire se poursuivent depuis un certain temps, le ministre de la gestion des catastrophes et des réfugiés Samuel Angola a tenu une réunion ce mardi août. Il a souligné que la baisse drastique de l'existence humanitaire plonge les réfugiés dans une vulnérabilité accrue. Plusieurs mesures fermes ont été arrêtées lors de cette rencontre. D'une part, les réfugiés burundais en provenance de Tanzanie ne se verront pas accorder l'asile en Ouganda. D'autre part, les ressortissants burundais bénéficiant déjà du statut de réfugiés dans le pays doivent s'apprêter à un rapatriement forcé à compter de début janvier 2027. Témoignant au micro de la RPA, plusieurs réfugiés établis en Ouganda expriment leur vive inquiétude face à ces déclarations. Ils déplorent l'absence de dialogue sur les raisons profondes qui les empêchent de l'entrée au pays, l'apparent que le retour ne devrait pas être contraint, mais reposer sur le sentiment individuel d'une sécurité garantie. Merci à Emmanuel Ndaishimiye. Comme je vous le disais en titre, dépose ce vendredi d'une plainte devant la Cour pénale internationale contre les chefs d'État congolais et burundais par la communauté Banyamulenge de Minembwe. Le président burundais Evariste Ndaishimiye est traduit devant cette cour pour avoir envoyé des troupes qui ont contribué aux opérations de crime contre les populations de Minembwe à l'est de la RDC. Suivez Bernard Mengue, avocat de la communauté Banyamulenge. C'était une plainte déposée par une série de victimes civiles Banyamulenge, ainsi que par toutes les organisations de la société civile Banyamulenge qui vivent sur les hauts plateaux du côté de Minembwe. La plainte vise pour l'essentiel les hauts dirigeants de la République démocratique du Congo, dont le chef suprême de l'État, mais elle vise aussi les autorités burundaises et le chef de l'État burundais. Pourquoi ? Parce que, vous le savez sans doute, le Burundi a participé activement au blocus humanitaire de Minembwe, a envoyé des troupes qui ont contribué aux opérations de crimes de guerre contre les populations civiles. Et donc, les victimes, les familles de la société civile a estimé qu'on ne pouvait pas mettre de côté cette responsabilité d'un État voisin qui a, et ça c'est une question importante, qui a agi sur le territoire
congolais, c'est-à-dire un territoire qui relève de la compétence de la Cour pénale internationale. Quels sont les éléments déposés à la CPI? Nous avons déposé un dossier composé d'environ 800 pages de documents et nous y avons ajouté une cassette contenant des vidéos et des films et des photos. Dans les documents que nous avons déposés, je retiens que nous avons les mandats de représentation des associations de la société civile de Minembwe et de la population. Nous avons des vidéos qui contiennent les témoignages des victimes qui ont été enregistrés et nous sommes les seuls à détenir ces témoignages parce que nous avons envoyé une équipe d'enquête à Minembwe. Nous avons une analyse très complète des discours de haine qui ont été répandus dans la société congolaise et dans les environs contre les Banyamulenge. Nous avons un rapport d'un bureau d'avocats américain concernant l'épuration ethnique et les crimes commis contre les Banyamulenge. Nous avons tous les rapports déposés par Umoja. Umoja, c'est un ensemble d'associations de la société civile qui ont fait des rapports d'alerte jour après jour lors des bombardements et des attaques sur Minembwe du blocus humanitaire de Minembwe qui s'est produit durant le premier semestre 2026 jusqu'au mois de juillet. Nous avons également des rapports qui avaient été préparés par la société Banyamulenge. Donc on a quand même un dossier très lourd et très important. Entre-temps, après 22 ans de massacres ciblés contre les réfugiés congolais Banyamulenge à Gatumba perpétrés par le mouvement rebelle burundais Palipeutu FNL, l'association de lutte contre le génocide de Canada déplore que l'Organisation des Nations Unies n'ait pas honoré son engagement à enquêter et à juger les auteurs de ces massacres et demande à l'ONU à se ressaisir pour rendre justice aux victimes. Dans une déclaration publiée ce 13 août, l'AC Génocide Canada a aussi exhorté tous les Burundais à bannir tous ces groupes qui commettent le génocide au Burundi. Suivez plutôt Emmanuel Murundiza, président de l'association AC Génocide Canada. En sortant cette déclaration, nous avons voulu nous acquitter de notre devoir de mémoire parce que cela fait 22 ans que l'organisation génocidaire Palipeutu a attaqué de façon tout à fait ciblée les réfugiés Tutsi congolais Banyamulenge comme ils sont appelés, là où ils se trouvaient dans leur camp de Gatumba dans l'ouest du Burundi et ils y ont tué plus de 166 personnes membres du groupe social Tutsi. Il était question de rappeler que l'organisation génocidaire Palipeutu a ciblé les tentes abritant les Banyamulenge et les ont brûlés et puis ils ont tué au fusil à la machette. Bref, ils ont massacré terriblement ces réfugiés congolais Tutsi seulement parce qu'ils appartenaient à ce groupe social. Aujourd'hui donc, il était question de rappeler d'abord ce mal, ce crime qui restait impuni alors que les Nations Unies s'étaient engagées au lendemain même de ce carnage à mener des enquêtes et à aider à traduire en justice les coupables. Bien au contraire, les principaux responsables de ce crime des crimes ont été promus. Il est judicieux ici de signaler que d'abord le chef de la milice génocidaire Palipeutu à l'époque des faits, en la personne de Agathon Rwasa, est rentré d'exil et a joui de la protection des Nations Unies avec des casques bleus donc comme escorte avant d'être autorisé à se présenter aux élections, à occuper de hautes fonctions, y compris comme vice-président de l'Assemblée nationale. À côté de lui, il y a une autre aberration, c'est que le porte-parole de cette organisation génocidaire en la personne de Pasteur Abimana, de son vrai nom Metusela Nikobamie, celui-là même qui avait revendiqué sur les radios internationales, sur RFI, a été nommé plus tard comme conseiller à l'ambassade du Burundi en Inde, tout cela au vu et aussi de ces mêmes Nations Unies. C'est ainsi donc qu'à l'occasion de cette déclaration, nous avons bien évidemment tenu à nous incliner devant la mémoire de ces victimes et puis ensuite nous avons réaffirmé notre soutien indéfectible à leurs ayants droit dans leur démarche de recherche de justice et nous en avons
voulons ainsi profiter pour interpeller tous les citoyens du monde entier, indépendamment des États de leur ressort, pour qu'ils aident justement les victimes et les ayants droit à recouvrer justice. Enfin, nous avons également profité de l'occasion pour interpeller les organisations œuvrant dans le domaine des droits humains, en interpellant surtout les Burundais, afin qu'on bannisse à jamais, de façon tout à fait définitive, des organisations génocidaires de type Palipé Hutu. Une courte pause, puis nous poursuivons notre édition d'information. Parlons à présent de gouvernance. Les jeunes Burundais ne devraient pas être utilisés dans des conflits armés à l'étranger, car cela constitue un grand obstacle à leur développement. Cela a été déclaré par l'Association des jeunes chrétiens pour la réconciliation et la lutte contre la pauvreté, AJCRP en sigle, dans ce communiqué sorti lors de la Journée internationale de la jeunesse célébrée chaque 12 août. Cette organisation demande aux autorités burundaises et aux responsables politiques de mettre en avant les initiatives permettant aux jeunes de se développer et de contribuer à leur tour au développement du pays. Éloge du vin Remécha. Dans une déclaration publiée il y a 2 jours à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, l'Association des jeunes chrétiens pour la réconciliation et la lutte contre la pauvreté, AJCRP en sigle, se dit préoccupée par l'envoi des jeunes burundais dans des conflits armés à l'étranger. Cette organisation fait notamment référence à la guerre qui se poursuit depuis un certain temps en République démocratique du Congo. Selon le responsable de cette association de jeunes, les conséquences de telles actions peuvent être lourdes. Il souligne qu'un jeune qui perd la vie dans un conflit armé ne représente pas seulement une perte pour lui-même, mais aussi pour sa famille et pour le pays tout entier. La déclaration de l'Association des jeunes chrétiens pour la réconciliation et la lutte contre la pauvreté exprime également des inquiétudes concernant les conditions de vie de la jeunesse au Burundi. Cette association estime que des efforts restent nécessaires pour permettre aux jeunes burundais d'atteindre un véritable développement. La JCRP appelle ainsi l'État à renforcer notamment le secteur de l'éducation et à favoriser l'accès des jeunes à l'emploi. Les autorités et les responsables politiques en général sont également invités à renforcer les actions en faveur de la jeunesse et à leur offrir suffisamment d'opportunités pour leur développement économique et social. La JCRP demande enfin que le Burundi devienne un pays qui protège sa jeunesse, où les différents politiques sont réglés par le dialogue et où la réconciliation ainsi que l'unité nationale sont placées au premier plan. Merci à Éloge du vin Remécha. Toujours dans l'actualité, le président Évariste Ndayishimiye décide fermement qu'aucune autorité limogée pour détournement ou corruption ne sera plus nommée dans d'autres fonctions. Dans un entretien avec un journaliste de la radio BBC au début de ce mois d'août, Évariste Ndayishimiye a fait savoir que même dans le secteur privé, le contrevenant sera sévèrement sanctionné. Suivez le président Évariste Ndayishimiye. N'y aurait-il pas ceux qui récidivent dans leur manquement, quoi qu'ils soient promus? Donne-moi un seul nom. Je voulais alors te dire que si tu es révoqué pour détournement ou corruption, c'est comme dans l'armée où la révocation est irréversible partout ailleurs. Actuellement d'ailleurs, j'ai déjà avisé les investisseurs que celui qui embauchera de telles personnes subira des sanctions à son tour. Après cela, le président Évariste Ndayishimiye n'a pas tardé à se contredire. En moins de 2 semaines, le décret présidentiel numéro 100/103 du 12 août 2026 portant nomination de conseiller diplomatique mentionne un administratif qui avait été destitué dans ses fonctions pour détournement du sucre destiné à ces sujets. Il s'agit de Renova Sindayihebura, ancien administrateur de la commune Mukaza. La RPA aimerait revenir sur le mobile de sa destitution. Janvier Ninina Hadzgue. Alors qu'ils sont manifestés une carence notoire du sucre dans le pays, au mois d'août l'an 2023, 45 tonnes de sucre en provenance de la Sosumo étaient destinées à la commune Mukaza. Néanmoins, 30 tonnes seulement ont été distribuées aux habitants de cette commune et il n'y a pas eu aucune trace des 15 tonnes restantes. À ce moment, l'administrateur de la commune Mukaza était Renova Sindayihebura. C'est lui, donc, qui est accusé de ce détournement, d'autant plus qu'en mairie de Bujumbura, la distribution du sucre à la population était assurée par les
des administrateurs communaux. En date du 16 août, la même année 2023, la Chambre haute du Parlement a convoqué 3 membres du gouvernement, dont le ministre de l'Intérieur, à la tête du ministère de tutelle de l'administrateur communal Renova Sindayihebura. Le président du Sénat d'alors, Emmanuel Sinzohagera, a à ce jour manifesté son indignation face à un administratif accusé d'honteux détournement au détriment de ses sujets. Un administratif qui n'est pas sanctionné et maintient plutôt ses fonctions. Monsieur le ministre, tant que nous y sommes, où sont passés les 15 tonnes du sucre détourné en commune de Mukaza? Est-ce que vous faites partie de ceux qui l'ont détourné? Pourquoi l'administrateur impliqué est toujours en fonction? Est-ce que vous êtes en train de le protéger? Pourtant, vous relevez de ses fonctions, c'est lui qui vole une toile. Qu'est-ce qui se passe? Le ministre Martin Teretse a justifié son inertie par la séparation des pouvoirs. Selon lui, il ne fallait pas s'ingérer dans les enquêtes de la justice. C'est vrai, le sucre a été détourné et selon les informations que nous détenons, le dossier est dans les mains de la justice. Ils sont en train de faire des enquêtes. J'espère que très bientôt on aura un rapport. C'est en date du 28 août l'an 2023 que finalement le ministre de l'Intérieur Martin Teretse se résolut de sortir l'ordonnance ministérielle destituant 3 administrateurs communaux, Renova Sindayihebura y compris. Ce dernier devient alors victime de ce détournement du sucre et autres manquements. Renova Sindayihebura vient d'être nommé conseiller d'ambassade du Burundi en République populaire de Chine. Parlons maintenant du développement à la base dont des communes du Burundi ne peut être effective si les institutions de l'État chargées de contrôler la gestion des fonds publics ne s'attaquent pas fermement au détournement des fonds publics devenus courants chez certains agents de l'État afin que les auteurs soient sanctionnés conformément à la loi. Ces propos ont été tenus par Faustin Ndikumana, président de la PARSEM, une organisation engagée dans la sensibilisation des Burundais au changement de comportement lors d'un entretien avec les journalistes ce jeudi. Faustin Ndikumana appelle le chef de l'État à prendre des mesures contre certains de ses représentants dans l'administration qui sont accusés de corruption afin que le programme gouvernemental de décentralisation dans les communes puisse être mis en œuvre. Et le plan de décentralisation a démarré depuis bientôt 10 ans. Maintenant, on est arrivé à une étape supérieure de la réduction des provinces et des communes. Alors, cette nouvelle structure exige des efforts des uns et des autres pour que le citoyen sente réellement une valeur ajoutée par rapport à cette nouvelle structuration. Alors, les défis que nous avons vus, c'est entre autres le manque de stratégie de développement local. Partout où on a fait un processus de décentralisation efficace, il se base sur ce qu'on appelle stratégie de développement local. Comment est-ce qu'on compte développer le milieu local? Au Burundi, on a plusieurs documents de planification, les visions 2040, mais il manque de cohérence d'appropriation pour que justement le processus de planification accouche des résultats très concrets. Le Burundi devrait se doter encore d'un ministère d'IPA pour coordonner, pour renforcer cette cohérence. Un autre élément fondamental, c'est la lutte contre la corruption. Nous avons vu très récemment comment la constitution des bureaux de zone a été organisée, très récemment comment a été émaillée par plusieurs cas de barbarisation au niveau de la façon de marcher. Nous avons déploré ça au mieux de voir ce qui vient de passer à la commune de Nahangwa. Je crois qu'il est grand temps de prendre nos responsabilités, de rectifier le tir pour que l'argent du contribuable soit bien géré. Les institutions de contrôle devaient être mises à contribution, la Cour des comptes, l'IGE, les inspections ministérielles. Donc, à ce niveau, nous avons vu que aussi, même la participation citoyenne, les réunions de redevabilité au niveau local doivent être une réalité pour permettre aux citoyens de s'assurer le rôle noble de contrôle citoyen de l'action publique. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que nous clôturons le journal en français de ce vendredi 14 août 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Dani Claire Ilatrumba. Merci de votre fidèle attention.